Attends, c'est cet oiseau-là? Exactement, ouais, c'est Gastornis. Ok. Ah oui, ah, il a l'air féroce, énervé, c'est un sacré prédateur en fait. Pas du tout. À la place du cheval, t'imagines une graine. D'accord, ok. En fait, son bec, son gros bec, lui servait à broyer la graine, les végétaux, les fruits, etc. Ok, et pourtant là on le voit, il a l'air d'un chasseur, un vrai chasseur. Oui, effectivement, dans ce documentaire, ils l'ont retracé comme ça. C'était la vision à l'époque, mais depuis, avec les nouvelles découvertes, on sait que c'était un végétarien. Et il était marcheur, et pas coureur. D'accord, ok. Et il y en avait dans notre région? Oui, il y en avait dans notre région, à l'est de Toulouse, il y a 50 millions d'années à peu près. Et on a plusieurs fossiles qui permettraient de reconstruire un spécimen, justement. Ah bon, on a ça chez nous? Et oui, on a ça ici. Incroyable. Tu veux les voir? Allez, on va voir ça. Allez. Et voilà la bête, du coup. Ah oui. Alors du coup, ça c'est... Là, devant toi, tu as que du Gastornis, hein, Ah oui. 100%. Il n'y a pas d'autres animaux là qui Non. sont présentés? Ok. Par contre, tu as plusieurs Gastornis, tu as plusieurs individus. D'accord, c'est pour ça. Ok, Ouais. je comprends mieux. Effectivement, ça ferait beaucoup de jambes. Beaucoup de jambes pour un seul individu. animal. Ouais. Ouais. Alors, on va commencer par cet os, du coup. Donc, c'est le tarsométatarse. Ok. C'est une fusion de plusieurs os de la cheville. C'est particulier aux oiseaux, Mhm. du coup. Donc, tu imagines qu'il y avait deux autres doigts, hein, de part et d'autre, un peu plus courts. Il y en avait un également, comme les autres oiseaux, hein, à l'arrière, Mhm. mais pas très prononcé. D'accord. Donc, voilà l'idée du pied de Ah. l'animal. Un sacré pied, hein. C'est quoi? Une 45 à peu près? Un peu comme toi, quoi, du coup. Même chaussure. On enchaîne avec cet os-là, du coup, donc le tibio-tarse. Ouais. Tibia qui fusionne également avec une partie des os de la cheville. D'accord. Pour te donner une idée de la hauteur, ça donnait ça. Et avec le fémur, on arrivait à peu près au sommet de ma tête, du coup. D'accord, oui, ça fait une sacrée jambe pour un grand oiseau. Quoi. Un grand oiseau. On peut imaginer, là, on commence à le voir un peu en volume, Ouais. en voyant sa patte. Alors, tu vas me dire si tu préfères l'aile ou la cuisse, du coup, du Gastornis. Ah, ça va dépendre de la taille, fais-moi Ok, voir. tu vas voir. Donc ça, déjà, pour te donner la couleur un peu, c'est le radius, donc c'est l'équivalent de l'un de nos os de l'avant-bras. D'accord. Voilà. Et je vais te montrer l'humérus. Je pense que tu commences déjà à te faire une petite idée de ton choix. Ouais, je suis quand même un peu curieux. Hein. Et donc, ça c'est l'aile, ça c'est la jambe du Gastornis. Ça. Bon, je prends la cuisse déjà direct. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est le même animal qui a cette aile et cette cuisse? C'est pas un bébé Gastornis et un papa Gastornis, ça? Il n'y a pas de feinte, Ah ouais? c'est un adulte. Ouais. D'accord, Ouais. donc il avait des toutes petites ailes. Ouais. Il ne volait pas. Il volait pas. Ouais. Comme le dodo. Un peu comme le dodo, effectivement. Alors, autant pour le dodo, on sait que les conditions environnementales, l'absence de prédateurs, etc., ont fait que l'aptitude de voler n'était plus un avantage. D'accord. Autant pour Gastornis, étant donné qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé avant dans sa lignée, des ancêtres, etc., direct, ça reste mystérieux. Donc, on ne peut pas se prononcer sur... Tu es en train de me dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, c'est ça? Ah oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre à part l'aile ou la cuisse? Bah, je peux te montrer le bec, si tu veux. Allez, vas-y, montre-moi le bec. Tu vois, ça aussi, ça va être une partie parlante du spécimen. Donc ça, c'est la mandibule, hein, c'est la partie basse de la mâchoire, donc du bec. Et ce qui est vraiment sympa dans ce gisement, c'est qu'on a trouvé également la partie supérieure du bec. Donc tout de suite, tu vois, il y a un profil qui se dessine. Là. On commence à voir un peu la tête de l'animal qu'on voyait dans les vidéos tout à l'heure. Là. C'est ça, ouais. Hein, on le reconnaît. Ouais. Et donc, cette mandibule-là, c'est celle-là qui a permis de savoir qu'il n'était pas carnivore, mais végétarien? C'est ça. En étudiant les insertions musculaires dont on pouvait voir des traces sur les os, on a pu déduire la puissance de ses muscles et voir qu'il n'était pas du tout adapté à capturer et maintenir des proies qui, en plus, pouvaient se débattre. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, ça servait, ce gros bec-là, il servait simplement à casser des graines. Oui, mais des graines, des fois, c'est très dur, donc il a quand même besoin d'avoir un... Et ça fait un peu penser à un bec de perroquet. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, mais par contre, il est plat un peu, il est un peu aplati. Comment ça se fait ça? Il a un peu souffert de sa fossilisation, effectivement. Quand tu as un squelette qui est enseveli sous les sédiments continuent à s'accumuler au-dessus au fil des temps géologiques. Et donc tout ça
exerce une force qui va compacter les os. D'accord. En plus, les os d'oiseaux sont très fins. Donc aujourd'hui, effectivement, on a bien les deux parois du bec, mais qui se sont... Ils se sont aplatis, d'accord. Ouais. Donc la fossilisation, c'est pas juste un os qui se transforme en pierre. En fait, ça bouge un petit peu. C'est pas un long fleuve tranquille, effectivement. Ouais. Alors, dans le meilleur des cas, c'est ça. Dans l'idéal, c'est ça. Maintenant, tu as aussi des terrains qui vont bouger et donc qui peuvent déformer. D'accord, ok. Bon, je comprends. Et tout ça là, ça c'est du coup c'est les vertèbres, c'est ça? Je ne me trompe pas? Je peux en sortir une? Oui, vas-y. Alors fais voir. Attends. Donc ça c'est une vertèbre de Gastornis pour de vrai. C'est ça. Et donc là c'est quoi? C'est le système nerveux qui passe aussi au milieu, non? Par là. Oui, c'est ça, c'est la moelle épinière. La moelle épinière, tout ça. En tout cas, ça a une belle couleur, hein. C'est une belle couleur noire. Ça vient d'où cette couleur? C'est lors de la fossilisation. Lorsque tu as les minéraux qui rentrent dans les os, qui vont minéraliser au fur et à mesure, ils entraînent aussi d'autres composants, des sédiments qu'il y a tout autour. C'est pour ça aussi que tu as des teintes différentes en fonction des gisements. D'accord. Bon, allez, je la range avant de la casser. Bon, donc là, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir présenter un individu complet? On a ce qu'il faut. Avec différents individus, on va pouvoir remonter un squelette complet et proposer du coup cette rencontre avec Gastornis en 3D. Parce que c'est vraiment le principe de l'exposition, créer une rencontre du public avec l'espèce présentée. Et l'idée, c'est de la présenter dans son entièreté, pas présenter juste un morceau. Ah, mais je te sens fébrile, mais t'inquiète pas, hein, on va y arriver. Hein. Si tu me le dis, moi je te fais confiance. Hein. Tu fais la capacité. Hein. En plus, si tu as une arme dans les mains, encore plus. Ces spécimens de Gastornis laurenti sont pour certains d'entre eux ce que l'on appelle un type. Lorsqu'on décrit une espèce, qu'elle soit actuelle ou disparue, il existe toujours un spécimen de référence à l'échelle internationale. C'est un spécimen sur lequel les scientifiques peuvent toujours s'appuyer, revenir pour comprendre la description originale, avoir un maître étalon en quelque sorte. Et ce maître étalon est unique à l'international. Il n'y a qu'un seul spécimen de référence, en l'occurrence pour Gastornis laurenti. Et ce spécimen est conservé au Muséum de Toulouse. C'est vrai que quand on a décrit cette nouvelle espèce, on avait vraiment noté beaucoup de différences avec les autres espèces de Gastornis. On voit par exemple bien la différence d'aspect au niveau des deux articulations, là, si on le met comme ça. Les surfaces articulaires, elles ne sont pas de la même forme. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Ici, il n'y a pas de petite crête. Là, il y en a une beaucoup plus prononcée. Donc ça, c'est l'articulation de la mandibule avec les deux petits creux là, qui vont s'articuler avec les deux petites bosses qu'on a là, qui est sur cet os. Et puis après, là, les os du palais qui vont venir ici s'attacher là. Et cet os, il va faire la jonction entre la mandibule et la boîte crânienne. Oui, qu'on n'a pas trouvé. Voilà. Ouais, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, mais on espère que de nouvelles découvertes, on va pouvoir la découvrir, parce qu'effectivement, sur le crâne, le matériel du crâne, il y a énormément d'informations, de caractères diagnostiques. C'est là où il y a le plus d'infos, en fait. Mais une grosse différence de taille aussi, quand même, non? Oui, c'est vrai que là, cette mandibule-là, elle est nettement plus grosse, plus massive. Ça, c'est une espèce paléocène, et ça, c'est une espèce éocène. Donc déjà, il y a quand même un laps de temps qui s'est écoulé entre les deux. Donc voilà, c'est effectivement des espèces qui n'ont pas vécu très éloignées les unes des autres. Il y a effectivement, quelques millions d'années. Voilà, c'est ça, qui les sépare quand même. Ouais. Les premiers fossiles de Gastornis ont été découverts dans la région de Paris en 1855 par Gaston Planté. Ils ont été décrits dans la foulée et en hommage à son découvreur, il a été nommé Gastornis, c'est-à-dire l'oiseau de Gaston, littéralement. Au début, on avait très peu d'éléments de cet animal. Il y a quelques découvertes qui se sont enchaînées dans la région de Reims vers 1871, décrites par Victor Lemoine. C'est lui, le premier, qui propose une reconstitution sous forme de dessin dans les publications scientifiques. Et on peut dire que Victor Lemoine est parti de peu d'éléments et donc esquissé une reconstitution largement hypothétique. À la toute fin du 19e siècle, on a des découvertes qui vont s'enchaîner en Amérique du Nord. La première va être faite par Edward Cope, qui est un célèbre paléontologue. C'est une découverte qui va être suivie en 1917 par la découverte d'un squelette quasiment complet, également en Amérique du Nord, par deux paléontologues américains, Matthew et Granger, qui vont donner la première reconstitution sous forme de dessin du squelette, donc quasi complet, de cet animal. Et on se rend compte que cette reconstitution, elle est
très différente de celle qu'avait proposée le Français Victor Lemoine à la fin du XIXe siècle. Par la suite, vont avoir lieu d'autres découvertes, à la fois aux États-Unis, en Europe, et une en Chine, à la fin du XXe siècle. À l'époque où vivaient ces grands oiseaux terrestres, vous aviez une connexion terrestre sous forme d'un pont ou d'une succession d'îles proches au niveau de la région arctique actuelle, entre l'Eurasie et l'Amérique du Nord. Gastornis, à cette époque, a suivi les variations climatiques, et au moment où le climat lui allait pour passer ce pont, il l'a franchi. Et donc certains spécimens sont arrivés en Amérique du Nord, où ils se sont développés, et ont d'ailleurs donné des formes qui étaient plus grandes, à peu près de 25%, que celles que l'on retrouve en Europe. L'histoire de notre groupe continue à travers les découvertes paléontologiques, jusqu'à arriver à celle qui a eu lieu à proximité de Toulouse, à la fin du XXe siècle, et même plus tôt, au cours des années 2010, de cette espèce, donc Gastornis laurentii. La découverte de Gastornis laurentii a eu lieu dans une carrière à proximité de Toulouse. Elle était entourée de toute une foule d'organismes, notamment des mammifères, mais aussi des tortues, beaucoup de tortues, quelques crocodiles également, quelques traces de végétaux qui permettent de se représenter un peu mieux le milieu dans lequel évoluaient ces animaux. On est plutôt sur un milieu marécageux, peut-être à proximité d'un grand fleuve, quelques bras isolés de ce cours d'eau, une forêt assez dense, plutôt tropicale, où évoluaient ces différents animaux. On va commencer par les tortues. Donc on a trouvé 6 espèces, donc 5 aquatiques et une terrestre. Donc là, tu as une des plus grandes ici, c'est Tartarus cola, c'est une grosse tortue aquatique. Comme autre tortue aussi, tu as cette carapace, c'est Paléoémis, donc c'est une autre petite tortue aquatique. C'est la plus courante du site, elle. On en trouve énormément de morceaux et de carapaces complètes. On en a une cinquantaine au moins complète. Ouais. Donc là, c'est une autre tortue, c'est une Trionyx, donc c'est une tortue qu'on appelle la carapace molle. Donc là, c'est sa dossière, c'est le dessus de la carapace, donc qui était recouvert de peau très épaisse. Et ça, c'est un morceau de son plastron, le dessous, qui est en fait très ajouré. Les plaques de son plastron ne sont pas soudées entre elles, et du coup, ça forme un truc très ajouré. Et de cette Trionyx aussi, on a retrouvé un squelette partiel. Donc, il y a son crâne ici, tu vois, qui a été trouvé, donc qui est un peu déformé aussi. On voit les 2 orbites ici, et sa mandibule, tu vois. On trouve aussi du poisson, énormément de restes de poisson. On a même des dents de requin qui ont été trouvées au tamisage, donc qui indiquent que peut-être le milieu était un peu saumâtre. L'océan Atlantique rentrait dans les terres, recouvrait Toulouse et arrivait jusque dans l'Aude, et ça faisait une grande avancée marine. Et du coup, il y avait peut-être des petits requins, la Physogaleus, qui remontaient pour se mettre à l'abri des gros requins, des prédateurs ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le plus gros mammifère carnivore du site. Donc c'est un mésonychidé. Donc il s'appelle Yenodictis et c'est une nouvelle espèce également. C'est un ongulé carnivore. Donc il n'avait pas des griffes, il avait donc, on ne peut pas dire des sabots, mais plutôt des ongles. Et on a eu la chance de trouver cette mandibule complète. Alors on a ici le crâne donc, du plus gros mammifère herbivore, donc c'est Eolophiodon. C'est une nouvelle espèce également, donc il faut s'imaginer un tapir et la taille à peu près, un chouïa plus petit peut-être. On a encore ici un autre crâne, quasi complet. Un peu écrabouillé, mais on voit beaucoup de choses. La dentition, voilà, là, c'est fabuleux. ouais. En tout cas, le temps nécessaire pour préparer un crâne comme ça doit être quand même... c'est assez long. Ça prend du temps. Ouais. C'est long. Tout dégager sans faire de dégâts sur les petits bouts d'os. Encore, on a de la chance. Les os sont assez solides et la conservation est quand même exceptionnelle, donc ça va. Tu vois, il avait des canines, cet herbivore. Tu vois, on voit ici l'emplacement de la canine.
Parmi les périssodactyles, on a aussi cette petite animal. Donc lui, il s'appelle Propachylolophus. Il avait l'allure d'un cheval et qui mesurait 30 cm au garrot. Et c'est souvent ce petit animal qu'on représentait à l'époque en train de se faire dévorer par Gastornis. Je pousse un peu. Voilà, ici. Et l'autre, il est un peu plus... c'est pas du tout la même... Des grandes pattes grêles, rien à voir avec la morphologie du Gastornis. Là, c'est vraiment... On n'est pas dans la même taille. Ah non, ça, c'est long et fin. Hein. Tibiotars, échassier, voilà. Ouais. On ne trouve pas beaucoup d'oiseaux préservés en 3 dimensions comme ça, c'est pas courant. C'est assez exceptionnel, ouais. Pour reprendre un peu un cadre un peu plus général, les oiseaux sont des dinosaures. Hein. Ils sont des dinosaures théropodes. Le représentant le plus connu, par exemple, ça serait Tyrannosaure. Donc voilà, il y a 66 millions d'années, il y a eu la grande extinction, là, il y a eu la crise Crétacé-Tertiaire, où il y a eu une extinction de masse au niveau de la biodiversité mondiale, et tous les grands dinosaures ont disparu. Parmi les dinosaures, il n'y a qu'une petite partie des oiseaux qui ont survécu, et c'est ce qu'on appelle les oiseaux modernes. Après la crise Crétacé-Tertiaire, il y a 66 millions d'années, il y avait finalement pas mal de niches écologiques qui étaient vacantes. Les oiseaux modernes ont beaucoup profité en fait de cette grande extinction pour finalement se diversifier. Et en fait, à la crise Crétacé-Tertiaire, les oiseaux modernes s'étaient déjà divisés en, d'un côté, les paléognates, donc des oiseaux un peu primitifs au niveau du crâne, et d'un autre côté, il y avait les néognates, qui étaient des oiseaux un peu plus évolués sur le plan de l'anatomie du crâne. Et dans ces néognates, il y avait déjà la division entre les canards, les oies, les cygnes, et tous les autres, qui regroupent les passereaux, les rapaces, les oiseaux marins. En gros, il y a 66 millions d'années, il y avait déjà les grandes lignées qui étaient présentes, mais pas très diversifiées. Et alors Gastornis, dans tout ça, où est-ce qu'il se place? Alors voilà, courant du XXe, à la fin du XXe, il y a eu un chercheur qui s'appelle Andors et qui a étudié très en détail le Gastornis giganteus d'Amérique du Nord. Andors, il a montré qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre Gastornis et les canards et les oies, en fait, au niveau du crâne principalement. C'est un oiseau qui faisait plusieurs centaines de kilos, donc il avait forcément des marches assez lourdes, assez pataudes. Il était capable de marcher rapidement, mais pas faire du sprint. Elle pourrait peut-être s'inspirer d'oiseaux, d'autres oiseaux éteints, d'oiseaux disparus qui ne sont pas apparentés du tout au Gastornis, hein, qui sont apparentés aux ratites, hein, qui sont d'autres oiseaux géants qui ne volaient pas et qui avaient des pattes très massives, comme ça. Donc en fait, il y a les dinornis de Nouvelle-Zélande et les aepiornis de Madagascar. Salut Sylvain. Ah, le chien. Oui, ça va? Ça va, ouais, toi? Très bien. C'est là-haut? Ouais. Ah, t'as déjà sorti les os. Oui, j'ai déjà tout sorti. Finalement, on a décidé de remonter donc un squelette complet du Gastornis. Ouais. Je t'ai quand même sorti les pièces que nous avons parce que nous avons décidé de les numériser quand même pour les archiver. D'accord, donc même celles que je reproduis pas Oui, sur le squelette, on scanne tout. Ouais, la Voilà. mandibule, je vois les deux tibiotars. c'est ça. Et donc, les parties manquantes, il faut les réaliser Bah oui, ce qu'on soit avait dit. par effet Effet miroir, miroir voilà. ou complétion, on verra. 8 cervicales du coup, On n'a que 8 cervicales donc il faut que j'en fasse 5 derrière pour nous amener Oui. à 13 Ouais. et les dorsales. et toutes les dorsales. Alors là, par contre, les dorsales, on n'en a aucune. Ouais. Donc là, il va falloir que... Donc c'est de la pure sculpture. Quoi. Oui, ça c'est ton boulot. Ok. Et le bassin, par contre, je vais te donner un D'accord. bassin d'oie. Oui. Et puis, de toute façon, il faudra quand même, après, il y aura un travail Il y aura des petites de modifs. modélisation. Ça ira pas que le bassin d'oie en l'état. Hein. Donc, Et pour continuer dans les bonnes nouvelles, le crâne, c'est pareil? alors, le Parce que je crâne... vois que tu as sorti. Oui, alors le crâne, c'est un peu pareil. Tu vas essayer de le redresser pour que l'écartement Correspondent. corresponde à l'écartement de la mandibule. Ok.
Donc on présentera le côté droit, je pense, du squelette, donc ce côté-là, puisque c'est le côté qu'on a le plus complet Ouais, avec on a- les os des pattes. Toute la patte. Et du coup, on verra ce côté-là complet, mais l'autre côté, ce sera en résine. D'accord. Bon, Oui, bah, enfin voilà, il y a du un boulot. petit défi. Oui, Ouais. oui, c'est pas Merci. Mais- C'est bien. Bon, j'ai assemblé les scans, 2 propositions et une référence à 1,70 m là à côté pour vous donner un peu le rendu. Donc en fait, tu as toute la série, les 8 premières cervicales, effectivement. Ici, tu as la mandibule, le maxillaire qu'on laisse visible sur le côté droit uniquement. Oui, donc on aura vraiment tout le poids sur l'avant. Il faut vraiment qu'on pense à faire de façon à ce que ce soit le plus rapproché du centre de gravité à chaque Mhm. fois. Donc là, il faut aller chercher vraiment un ancrage vachement solide à l'arrière. Ouais, bah justement, le podium, ça pourra vachement aider pour ça. Et après, ouais, faudra faire un contrepoids, je pense, sur le bassin, histoire de ne pas avoir quelque chose qui fasse balancier au niveau du cou. Alors, du coup, je peux simuler la masse théorique de chaque os. Ça va nous foutre le centre de gravité réel, quoi, au bon endroit. Mhm. Et en fonction de ça, effectivement, on peut essayer de compenser à peu près hein, Ouais. la masse manquante dans le bassin, si vous voulez. Ouais. Ça En pourrait être pas attendant de mal. trouver le reste. Quoi. Oui, bien Si sûr. on veut. Bien sûr, j'insiste. Voilà. Après, comme on a dit, on place quand même les 2 tibiotarses, même celui qui est légèrement déformé. Oui, on Pour être au privilégie les vrais maximum os. sur Ouais, les En originaux. plus, tout ça, c'est la plupart des ossements, c'est le même individu, donc ce serait dommage de ne pas Mhm. les mettre. Le tarsométatarse, Le tarsométatarse, il est oui. complètement déformé. Lui, il est spécial. Oui. Ouais. Oui, ok. Il est Effectivement. Ouais, donc ça, il va Très falloir qu'on écrasé. triche un peu sur la pose, de manière à ce que tu puisses anticiper que si un jour on trouve le gauche, il fera plutôt cette taille-là que cette Ouais, taille-là. j'espère. Oui, normalement. Ouais. Donc il faut faire une structure qui soit possiblement modulable Ouais. pour déjà pouvoir remplacer les faux par du vrai dans le cas où on les trouverait. On peut partir sur le même système que ce qu'on a pour les expositions. On a des sortes de champignons Ouais. et on vient verrouiller des griffes qui tiennent chaque os. On pourrait partir sur la même idée et faire en sorte que ces griffes soient amovibles sur l'armature Ouais. pour pouvoir les remplacer et pour pouvoir gérer la distance des unes par rapport aux autres. Reconstituer un animal pour un paléontologue, c'est toujours un défi, forcément, surtout quand on n'a pas un squelette unique
bien complet en connexion anatomique découvert sur le gisement. Donc ça demande un travail extrêmement conséquent. C'est un processus très intéressant d'un point de vue scientifique et toute cette histoire, encore une fois, derrière, c'est-à-dire tout ce travail, toute cette recherche, tout le vécu aussi humain, l'expérience de chacun, de chaque acteur, les différents métiers, pour arriver à ce résultat, à cette hypothèse qu'est le spécimen remonté en 3D, l'hypothèse la plus étayée à l'heure actuelle à présenter aux visiteurs. Du coup, on démonte tous les vrais. Je peux te laisser les ranger dans des boîtes. Oui, tu me donnes. Je vais les poser là-bas, les batteries pour le moment. On les laisse sur leur sol. Oui, non, mais oui, sur l'étiquette Gaspardas avec le petit oiseau. Ça y est, après tous ces mois de préparation, d'échanges scientifiques, on y est. Le voilà, prêt à accueillir les visiteurs. Ah oui, on a réussi, hein, on y est arrivé. Et du coup, c'est les petites ailes dont on parlait, tu te rappelles? Bah oui, c'est celle que t'as pas voulu prendre, ouais. Ah oui, on voit bien qu'ils ne pouvaient pas voler avec ces ailes-là. Hein. Non, par contre, tu vois les pattes puissantes. Hein. Et donc là, les parties noires, c'est celles qu'on va pouvoir changer et sur lesquelles on va pouvoir intégrer les nouvelles découvertes? Oui, c'est pas un montage figé dans le temps, au contraire, il va continuer à évoluer avec les découvertes qui seront faites. Ouais. C'est vraiment exceptionnel pour le public de pouvoir rencontrer une espèce comme celle-là. Puis en plus, elle est en position dynamique, on dirait qu'il avance vers le visiteur. Mais c'est littéralement un face-à-face, ouais, avec cet animal d'il y a 50 millions d'années.